Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat, toujours en compagnie de Thibaut Prébé, le directeur général adjoint de Financière Arbevel, et Jean-Noël Viel, le directeur de la gestion de Xens 360. Messieurs, on a eu cette hausse des taux tant attendue. Ça se passe bien sur les marchés, hein, plus de 30 en tout cas pour le CAC. Ça fait quand même, c'est un parfum de rallye là, hein, de hier, 3, attendez, 3 hier, non 3 avant-hier, 3 avant-hier, d'aujourd'hui. On rattrape en fait le couac de Monsieur Draghi. Moi, je défendrais volontiers l'opinion que sur ce qu'a fait la Réserve fédérale, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que, exactement comme d'ailleurs pour ce qui s'est passé par Draghi, on peut s'inquiéter des perspectives sur les valorisations, de voir des hausses de taux, et on peut se féliciter du panel assez positif qui est fait sur l'économie américaine. Donc je pense que si on avait eu cette réunion avec des marchés actions au top, avec un CAC à 5000, etc., probablement que le marché ne l'aurait pas particulièrement aimé et qu'on aurait pu faire -3. Et que par contre, dans une situation de point bas, après un stress entre guillemets qui est un peu surfait, bah, ça crée quelque chose de positif. Mais je pense que c'est plus lié à une correction des mouvements récents qui est peut-être un peu exagérée qu'à quelque chose de fondamentalement positif parce qu'on pourrait trouver à redire et être inquiet par cette réunion, tout comme elle est plutôt rassurante et c'est un peu la caractéristique de ce marché qui semble assez rangé cette année et où, entre guillemets, on va avoir une microéconomie qui ne prend pas beaucoup le relais et qui justifie de faire baisser les marchés quand ils sont trop hauts. Et d'un autre côté, des banques centrales et une macro qui sont plutôt favorables et qui font monter les marchés dès qu'on a un peu des coups de mou. Finalement, c'était des prétextes, là, cette réunion de Draghi pour prendre un peu de bénéfice sur des marchés européens qui avaient peut-être monté en ligne droite là, en octobre-novembre. Non, je crois que ce n'était pas des prétextes, mais c'est vrai que Draghi, je pense que d'une façon générale, la BCE a fait une erreur de communication, c'est-à-dire qu'ils ont promis beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on voit ce qui va être un problème quand même pour la BCE, sans revenir là-dessus, mais je pense que Draghi a moins la main, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un front c'est peut-être un peu dur de dire anti-Draghi, mais je pense que les Allemands sont contre cette logique de continuer cette politique accommodante à tout prix et de tout lâcher. Donc je pense Pourtant, ils en profitent, les amis allemands, non sur leur, Oui, mais ils en profitent, mais on sort de leur certaine orthodoxie dont ils sont quand même les gardiens du temple. Donc c'est quand même plus une question politique qui fait qu'ils ne sont pas trop d'accord avec cette politique ultra accommodante. Donc ça va être compliqué pour Draghi de gérer ça. Moi je suis assez d'accord sur l'impact d'aujourd'hui. D'ailleurs c'est assez intéressant de voir que les États-Unis ont bien réagi hier, mais pas non plus avec un emballement. Je crois que les indices américains ont pris 1%. Aujourd'hui, quand on regarde les futurs, c'est beaucoup plus calme. C'était flat ou voire négatif. Et l'Europe, par contre, on rebondit. Et effectivement, on est bien différent en termes de niveau de marché. Les États-Unis sont plutôt dans des niveaux de marché qui restent assez élevés, alors que l'Europe, on a effectivement probablement un potentiel. Mais je pense que voilà, on va s'écarter probablement de cet impact et on va revenir sur de fondamentales. Je pense qu'on n'est pas très loin quand même des niveaux de valorisation, en tout cas à peu près théoriques des marchés. Moi, c'est à peu près les niveaux sur lesquels on peut... Enfin, pour moi, c'est la bonne valorisation. Là, attention, on va rentrer dans la fin de l'année. Enfin, on n'a plus qu'une dizaine de jours de cotation. Il va y avoir beaucoup moins de volume. Donc, je dirais que là, tout peut arriver, comme un peu l'année dernière. Je vous rappelle qu'on avait eu un marché extrêmement positif entre le 10 décembre à partir du 15, ouais. et puis jusqu'à fin janvier. Alors, je ne sais pas si ça va continuer parce que on n'est pas dans des niveaux très chers. Donc on peut parfaitement jouer le rallye, mais il faudra quand même être prudent quand même, et encore une fois, c'est les matières premières qui sont importantes. Et même pour 2016, Thibaut Prévé, hein, c'est votre opinion en tout cas, 2016 sera très semblable à 2015, ça risque d'être volatile, il faudra être opportuniste. Oui, l'élément clé, hein, c'est de savoir si on a une reprise du cycle de CAPEX, c'est-à-dire le cycle de dépenses et d'investissement en Europe, et une accélération économique. C'est probablement un peu tôt pour la constater, on ne la voit pas d'ailleurs clairement aujourd'hui, et en l'absence de ce phénomène qui serait la chose qui pourrait donner vraiment une inspiration supplémentaire au marché, on aura du mal à dépasser les niveaux de 5000, 5100. D'une part parce qu'économiquement on a du mal à suivre et certaines entreprises ne permettent pas encore, malgré l'effet euro qui va être hyper important l'année prochaine, de vraiment prendre de la hauteur. Puis le deuxième élément, c'est aussi la mémoire des marchés, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs fois qu'on va entre 5000 et 5002 depuis un an, et que ce soit la crise grecque, le mois d'août ou encore Mario Draghi, à chaque fois ça ne s'est pas très bien terminé. Et donc il faudrait vraiment quelque chose d'un peu nouveau en termes de catalyseur pour qu'on arrive à dépasser ces niveaux. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à identifier aujourd'hui en zone Europe, en tout cas pour le premier semestre. Donc on va rester, nous, assez à l'aise à prendre des bénéfices rapidement si on se rapproche des 5000 points sur nos stratégies entre guillemets tactiques.
Et après, il faudra analyser évidemment si on voit cette accélération cyclique européenne, mais qui n'est pas encore au rendez-vous. On va passer à notre page allocation. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2016? Les gérants qui se succèdent sur ce plateau nous disent Europe, action. Est-ce qu'en dehors de ces deux calls, il y a d'autres moteurs de performance ou c'est vraiment les zones à privilégier? Oui, je crois qu'il y a un consensus qui est fort, qui est d'ailleurs aussi un petit peu le même en 2015, qui d'ailleurs a plutôt fonctionné, hein. Il fallait simplement effectivement sortir à des moments, revenir, etc., ce qui est quand même toujours assez compliqué. Mais je pense qu'effectivement sur 2016, on est assez d'accord avec cette approche-là. Maintenant, je pense que c'est plus ça, c'est trop vague. Après, je pense qu'il y a des vraies thématiques à jouer, qui d'ailleurs ont aussi joué en 2015. C'est quoi les thématiques? Mais ça peut être renforcé l'année prochaine. Moi, je pense qu'il faut jouer les valeurs dollars, si on est d'accord avec ce scénario-là, puisque ne serait-ce que pour bénéficier de l'appréciation du dollar. Donc ça va être intéressant comme thématique. Jouer, à un moment donné, si on croit à la croissance, peut-être sortir un peu de la value, qui a plutôt, là encore, puisque ce qui a marché cette année, c'est quand même plutôt ce qui était plutôt conso cyclique, qui s'est bien défendu. L'automobile, par exemple, c'est plutôt bien défendu. Là, pharmacie, c'est plutôt bien défendu aussi. Enfin, tout ce qui était un peu ces fameux secteurs défensifs. Je pense que là, si on a raison, c'est-à-dire que s'il y a quand même une dynamique de croissance qui est dans le pipe, il faudra à un moment donné revenir quand même sur des thématiques cycliques, quoi. C'est-à-dire des valeurs comme Accor, mais même des fameux sites. Enfin, il y a des valeurs massacrées comme Arcelor, comme Acerinox. Nous, on est rentré un petit peu dans Acerinox en se disant que bon, il y avait peut-être un prix intéressant. Ça n'a pas encore donné vraiment, c'est pas encore intéressant aujourd'hui, mais il faudra faire ça. Et surtout, ce qui a aussi fonctionné en 2015, revenir aussi peut-être un peu plus sur des petites valeurs qui sont quand même assez protégées. Et il y a de très très belles valeurs aujourd'hui, avec en plus la prime. Lesquelles? On veut savoir. Ne soyez pas cachotier. Après, non, mais après, il faut regarder ça secteur par secteur. Et surtout, regardez cette année ce qu'on a eu quand même dans un certain nombre de fonds, c'est des OPA. Encore cette semaine, OPA sur Valtech, petite société extrêmement intéressante dans tout ce qui est digitalisation, etc. Ça se fait avec une prime de 40%. Bon, il y a eu GFI Informatique. Il y a eu GFI, voilà, il y a eu Montupet. Bon, donc on voit bien qu'il se passe des choses au niveau des fusions-acquisitions. On a battu le record cette année, au niveau mondial, plus de 4 000 milliards de dollars. Attention, la dernière année, on avait battu le record, c'était 2007. Donc est-ce que ce sont des signes avant-coureurs de crise qu'on pourrait avoir? Non, je ne le pense pas, mais voilà, ces thématiques-là sont assez intéressantes et c'est comme ça qu'on gagnera sur 2007. Les valeurs en mode dollar, les small et mid, et puis faire tourner. Et les restructurations. C'est-à-dire restructuration, là par contre, il y a du risque à prendre, mais il n'y a pas de gain sans un minimum de risque. Même question, Thibaut, quels vont être les champions de 2016? Allez, regardez dans votre boule de cristal, dites-nous, qu'est-ce que vous y voyez? Moi, je partage assez l'opinion sur les small mid-cap, sur des entreprises qui ont des relais de rupture technologique. On peut penser à la sécurité informatique, l'impression 3D, il y a plein de choses qui se passent. Après, toute la partie Arcelor, etc., moi, je trouve que c'est à la fois une thématique qui est évidente de long terme parce qu'il y aura forcément un rebond. À la fois, nous, on n'a pas le sentiment aujourd'hui d'avoir trouvé le timing, c'est-à-dire quand on parle aux entrepreneurs, ils donnent l'impression que le cycle de réinvestissement cyclique et donc entre guillemets, le coup de feu qui laisserait supposer que tout le monde commence à réinvestir et que la demande repart, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc on n'est pas encore à l'aise à aller réinvestir sur ce type de choses, même si ça peut venir. Et puis c'est vrai que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu moins, quoi, les cycles de redémarrage là-dessus. Par contre, effectivement, les valeurs dollars, puisqu'on a un effet de base entre le cours moyen sur 2015 et sur 2014, puis encore sur 2016 de variation de l'euro qui vont être extrêmement forts. Donc ça va être effectivement un catalyseur qui est assez significatif. Après, il faut l'avouer, encore une fois, un potentiel qui reste pour nous encore un peu embryonnaire. C'est-à-dire qu'effectivement, à 4005, on était très à l'aise à remettre des allocations très significatives en actions. Dès qu'on viendra vers les 5000, sauf changement majeur de tendance, on va être quand même un petit peu plus prudent, même si on est effectivement plus à l'aise à acheter des entreprises de taille plus petite où on maîtrise mieux le management, l'activité et où on arrive à avoir des choses qui sont un petit peu moins chères. Ça veut dire aussi que si ça tient bien, c'est que ça tient bien aux États-Unis. Quelle est votre anticipation là? Parce qu'on est quand même on va être dans la 8e année, on parle souvent de cycle 2001, 2008, on attendait 2015 peut-être un petit accro. Il n'y en a pas eu, les banques centrales sont à la manœuvre, c'est ça qui immunise le marché? Oui, et puis le cycle est différent, il est beaucoup moins vigoureux. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle? C'est un moment où on a une forte croissance
qui finit par saturer l'économie et on veut le calmer. Si la saturation elle est beaucoup plus lente parce que l'économie ne produit pas une croissance qui est au rendez-vous, bah, l'idée qu'il faille attendre beaucoup plus longtemps avant de restreindre ce cycle, c'est assez cohérent aussi. Voilà, après, on est un cycle différent, un cycle où on a créé beaucoup d'endettement qu'il faudra faire, donc ça va être un cycle beaucoup plus long, à la hausse comme à la baisse. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me fait très peur. Le problème américain aujourd'hui, c'est pas un problème d'entreprise, c'est un problème de valorisation. Je prends l'exemple concret d'Amazon, une entreprise qui a perdu beaucoup d'argent pendant longtemps et qui, après un premier excellent trimestre, se paye toujours 100 fois les bénéfices. C'est très facile à justifier avec des taux à 0 ou à 1. On se dit, c'est le même rendement que si on faisait des taux, mais par contre, on a un potentiel. Quid si demain les taux vont à 3 ou à 4? Est-ce qu'on achète toujours des entreprises qui peuvent se payer sur le Nasdaq 50, 100 fois les bénéfices? C'est moins évident. Donc le risque américain, ce n'est pas un risque de santé des entreprises, c'est un risque de valorisation. Valorisation et aussi, du coup, ça repique sur ce fameux relèvement des taux. Si ça augmente et si on arrive au 1%, quelle est votre anticipation là, sur 2016? Elle va aller jusqu'où la Fed? Bon, elle l'a dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si on a, on n'en aura peut-être pas 4, même s'ils l'ont un peu dit hier, s'il y a 3 relèvements de taux, ça fait 3 fois 0,25. 0,75, voilà, donc, si on compte bien. Donc on sera à 25, 1,5 je pense. Bon, leur target c'est ça, c'est en gros être autour 1,4 à la fin 2016, voilà, disent-ils. On n'est pas très loin. Et donc à ce moment-là, ça pourrait provoquer effectivement des déplacements, vous pensez, avec ces taux-là, il y aurait une remontée, une repentification? C'est évident. Après, quelle va être l'ampleur, la magnitude, c'est difficile à dire. Mais c'est évident, vous savez, sans vouloir rentrer dans des choses très complexes, quand on valorise une entreprise, on a un truc qu'on appelle le WACC, qui est en fait le taux avec lequel on va actualiser les flux, pour voir un peu ce que ça donne. Et on sait qu'en faisant varier un tout petit peu ce taux d'actualisation, on trouve des variations qui n'ont rien à voir. Et donc avoir des taux qui commencent à remonter graduellement, c'est un paramètre crucial pour évaluer une entreprise qui est en train de devenir de plus en plus pénalisant. Donc ça va impacter. Après, est-ce que ça va créer une crise? Non. Mais ça va être moins confortable. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'on a envie d'avoir du dollar, mais pas d'actifs américains, pour caricaturer aujourd'hui. La logique, effectivement, pour aller dans ce sens de la valorisation, mais pour peut-être nuancer, si les taux remontent, logiquement, c'est que le risque spécifique diminue, donc sans faire de la technique, mais que le bêta qui est dans la formule du WACC aussi, va normalement diminuer. Et normalement, ça devrait s'équilibrer. C'est tout le pari, d'ailleurs. C'est ce que la Fed fait entre je remonte, mais à condition que l'économie aille bien. Donc on peut imaginer d'ailleurs, c'est ce qu'on peut justifier pour avoir une vision dynamique du marché et positive, c'est de dire qu'on a aujourd'hui des primes de risque quand même aujourd'hui qui sont très élevées et que si ces primes de risque diminuent, on a effectivement un effet extrêmement positif sur les valorisations. D'ailleurs beaucoup plus positif que la remontée des taux. C'est pour ça que la remontée des taux, pour moi, elle est presque plutôt positive dans le sens de la valorisation, mais à condition que le risque du marché diminue. Maintenant, la question que vous avez posée est une question intéressante, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on pourrait imaginer une décorrélation des marchés Europe et États-Unis si les États-Unis ne progressent plus, surtout les effets qu'on a vus aux taux, au dollar, etc. Est-ce que nous, on va pouvoir monter? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est quand même dans des flux globaux et c'est pour moi effectivement un des risques aussi. C'est-à-dire qu'on peut le jouer marginalement, mais c'est vrai que finalement tout ça milite pour dire qu'on aura une année 2016. Pas forcément facile, probablement volatile, mais peut-être quand même, je l'espère, plus facile à piloter. Très bien, c'est ce qui rend votre métier passionnant. On vous souhaite bon courage pour faire un maximum de performances. Merci en tout cas à Thibaut Prébet, le directeur général adjoint de Financière Arbevel. Merci à Jean-Noël Vieille, le directeur de la gestion de 360 XANS AM. On aura plaisir à vous retrouver l'année prochaine, messieurs. En attendant, cette édition de Direct Gestion est terminée. Dans un instant, on se reconnecte au marché, des marchés dans le vert. Ce sera avec Lucie Morlot, direct investisseur, dans un instant. Bonne journée à tous.